Un jeune de 15 ans tué d'une balle dans la tête mardi soir sur le point de deal du quartier Hoche à Grenoble. Impliqué dans le trafic de drogue, l'adolescent s'était enfui quelques heures plus tôt d'un foyer où il avait été placé. Une seule offre de reprise pour Vencorex déposée par un groupe chinois qui prévoit la reprise de 25 salariés au lieu de 440. Une manifestation s'est tenue cet après-midi devant la plateforme chimique de Pont-de-Clé. Et puis une bonne nouvelle quand même pour l'Alpe du Grand Serre qui ouvrira bien cet hiver. Les 200 000 € de la cagnotte citoyenne et les nombreux soutiens ont poussé la communauté de communes de la Matésine à revoir sa décision pour une année encore. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 23 octobre 2024, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Comment un enfant de 15 ans peut-il mourir d'une balle tirée au milieu du front en plein centre-ville de Grenoble? Il était aux alentours de 22h mardi sous les arcades du quartier Hoche, entre la place André Malraux et le parc, lorsque l'adolescent a été pris pour cible par deux hommes qui ont pris la fuite sur une trottinette électrique. Un autre garçon âgé de 16 ans a été blessé à la cuisse. Presque une soirée ordinaire dont les actes de violence se multiplient ces derniers mois dans l'agglo. Le procureur de la République de Grenoble, Éric Vaillant, et le préfet de l'Isère, Louis Laugier, et le directeur de la police départementale tenaient à la mi-journée une conférence de presse au palais de justice. La victime, celle qui est décédée, donc était déjà fort connue donc pour sa participation, malgré son jeune âge, au trafic de stupéfiants. Voilà. Elle avait déjà eu affaire à plusieurs reprises au juge des enfants. Elle était interdite de séjour à Échirolles, sur la zone du Carrare. Elle venait d'être placée sous contrôle judiciaire avec une interdiction donc, de paraître dans le quartier de Hoche. Interdiction qu'elle n'a manifestement pas respectée, puisque donc, on l'a retrouvée hier soir dans ce quartier. Et cette personne, ce mineur de 15 ans, donc depuis quelques semaines à peine, avait été placé dans un établissement éducatif récemment. Et il avait fugué hier soir pour aller immédiatement à Hoche. Cet assassinat de cette nuit fait suite à celui qui est intervenu dimanche soir à Saint-Égrève. Donc un homme de 47 ans a été tué d'une balle devant chez lui. Une partie de la famille de cet homme, qui est de 47 ans, qui a été tué à Saint-Égrève, est connue pour participer activement au point de deal du quartier Hoche à Grenoble. Et nous soupçonnons qu'un gang est actuellement donc en train de chercher à prendre le pouvoir sur ce point de deal de Hoche. Et ces points de deal sont extrêmement rémunérateurs, puisque les professionnels évaluent qu'un point de deal qui fonctionne correctement donc, procure environ 10 000 € de chiffre d'affaires jour. Un point de deal qui fonctionne très bien, c'est plus de 30 000 € de chiffre d'affaires jour. Depuis le début de l'année, nous comptabilisons une cinquantaine de tirs, une cinquantaine de fusillades liées au trafic de stupéfiants. Et nous dénombrons 6 morts directement liées à ce trafic. Ma grande crainte, je l'ai déjà exprimée, c'est que ces narcotrafiquants infiltrent encore plus qu'aujourd'hui toute notre société. Je les comparerai donc à des mauvaises herbes qu'il faut couper régulièrement si on veut éviter qu'elles n'envahissent tout un terrain. Et aujourd'hui, le préfet de l'Isère a également tenu à expliquer, je cite, la détermination sans faille qui est mise en place pour tenter d'enrayer ces trafics. Ça se traduit comment ? Par des opérations constantes de démantèlement de points de deal, d'arrestation de trafiquants. Donc nous obtenons des résultats. Si je vous donne des chiffres, on est quand même passé de 328 trafiquants mis en cause en 2023, sur une année glissante jusqu'au 30 septembre, à 554. Je vous l'ai déjà dit, on a diminué le nombre de points de deal également. Notamment sur Grenoble, on est passé de 26 à 19. À chaque fois, un point de deal qui disparaît, c'est un abcès de moins sur le terrain. Un abcès de moins. Tout ça se fait comment ? Avec les moyens locaux, mais je voulais le dire également avec des renforts que l'on reçoit de l'extérieur, parce que Grenoble est une priorité. Des renforts zonaux, des renforts nationaux, soit en service d'enquête, soit en service qui occupe le terrain, comme les CRS que vous voyez très régulièrement sur le terrain. Et c'est ce travail-là qui permet de s'inscrire dans la durée. Parallèlement, nous allons avoir bientôt des renforts dans le cadre des mouvements au sein de la police nationale pour Grenoble. Et dans ces renforts-là, une large partie de ces renforts, 50%, seront consacrés
au service d'enquête pour pouvoir continuer à travailler le travail de fond. Puisqu'il y a ce démantèlement constant que nous faisons, mais également le travail de fond qui est après ça mené généralement sous l'autorité du procureur. Le préfet Louis Laugier, qui pourrait bien quitter l'Isère dans les prochains jours. Son nom est évoqué pour prendre le poste de directeur général de la police. Au même moment, le maire de Grenoble était à Paris pour participer à une conférence. Il était aussi l'invité du 13-14 de France Inter, Éric Piolle, qui s'est dit sidéré par ces fusillades, a notamment répondu à une question d'un auditeur sur la présence ou non de caméras de vidéosurveillance dans sa ville. Il y a des caméras de vidéosurveillance à Grenoble. Il y en avait un peu moins de 80 quand nous sommes arrivés en 2014. Il y en a aujourd'hui environ 120. 120 caméras, ça fait 6 caméras par kilomètre carré. En réalité, c'est un réseau assez dense. Donc elles sont utiles. Avec un centre de supervision et qui est à la fois surveillé par nos policiers municipaux, mais qui est également surveillé par directement le commissariat de police. Pourquoi pas en mettre davantage, si c'est utile? Parce qu'en pratique, ça ne marche pas. Mais vous dites on en a mis davantage. On en met davantage pour faire de la régulation publique. Ben non. C'est quoi la régulation publique? Pour regarder les flux, etc. Mais ça ne marche pas. Notre agent qui a été abattu froidement début septembre. Lilian Dejean, j'étais à son enterrement en Guadeloupe, beaucoup d'émotions pour tous ces fonctionnaires qui sont en première ligne dans l'espace public. Et d'ailleurs, personne du gouvernement n'a appelé la famille. J'étais très choqué de cela, je tiens à le dire. Il a été abattu sous l'œil de nos caméras. À Auch, où s'est passé le quartier où a été abattu ce jeune hier de 15 ans, nous avions discuté pendant longtemps avec les policiers pour savoir où mettre une caméra. Nous avons installé la caméra, elle a duré une demi-heure. Elle est détruite, la caméra qui gêne est détruite. Donc, en pratique, ça ne peut pas gêner les trafics, ça ne peut pas aider les enquêtes. En pratique, les enquêtes, ça peut aider les enquêtes, mais vous constatez comme moi que malgré les images, aujourd'hui, l'élucidation peine à se faire. Et j'ai tout le soutien pour toutes les forces de police, de la police judiciaire notamment, qui enquêtent sur ce. Je sais que c'est une priorité pour eux. Comme les maires d'Échirolles et de Saint-Martin-d'Air, Éric Piolle a récemment écrit au ministre de l'Intérieur et de la Justice pour demander des moyens supplémentaires. Il a, vous l'avez entendu avec le préfet, été en partie entendu. La violence sociale à présent qui touche les salariés de Vancorex, une entreprise fleuron de la plateforme chimique de Pont-de-Claix, placée en redressement judiciaire le mois dernier. Depuis ce matin, les salariés déçus et en colère se sont mis en grève. Ils bloquent les entrées et sorties. Un peu plus tôt, ils ont appris qu'une seule offre de reprise avait été déposée par une filiale d'un groupe chinois, mais surtout qu'elle ne concernait que 25 salariés d'un atelier de 46 personnes sur un effectif global de 440. Et ce n'est pas tout, puisque cette situation pourrait impacter toute la plateforme chimique, près de 6000 personnes au total, un désastre pour le territoire. C'était un peu la douche froide hier quand on a ouvert la data room et qu'on a vu une seule offre, quand on a vu le contenu de l'offre encore plus, parce que voilà, on n'imaginait pas en fait que ça pouvait être aussi catastrophique. Ça veut dire que soit l'offre elle est vraiment pas sérieuse et dans ce cas-là on n'aura rien du tout et ça sera une fermeture de la plateforme complète. Soit cette offre elle pourra être améliorée, mais même dans ce cas-là, qu'adviendra-t-il à terme, à plus long terme de la plateforme? Vraiment, on a des doutes. Apparemment, on plaît à personne au niveau de notre usine. Donc, on a quand même de beaux matériels. On est capable de faire du produit. On peut être compétitif moyennant investissement. Donc, il va falloir que les industriels viennent, investissent pour qu'on puisse effectivement continuer à produire. Si Arkema ne fait pas d'offre, il ne prend pas de sel, du coup, puisque aujourd'hui on n'a aucune offre sur le sel. Ça veut dire qu'il met en danger aussi tous les salariés de Jarry, d'Arkema Jarry, et les sociétés à côté qui sont tous maillées les unes aux autres avec notre société à nous aussi. Donc aujourd'hui, on parle aussi de Framatome, on parle aussi de Ruby SA. Voilà, tout est lié. C'est mon rôle aujourd'hui, en tant que président de la métropole, de dire au ministre, quand je vous envoie un SMS, c'est ces 6000 personnes qui parlent en fait derrière, que je représente. Donc je voudrais tout simplement qu'il y ait au moins ce respect-là des personnes qui sont derrière et que très vite une conférence soit posée, une réunion soit posée avec l'ensemble des acteurs industriels, Arkema en premier lieu. On aura besoin de plateformes chimiques en Europe, on aura besoin de plateformes chimiques en France si on veut développer des molécules qui nous seront utiles, pas d'aller les chercher en Chine ou à l'autre coin du monde avec des signatures carbone qui seront insupportables, je dirais, en termes d'impact climatique. Donc tout se tient. Eh bien, puisque tout se tient, qu'ils s'y mettent.
L'Isère retrouve une vice-présidence à l'Assemblée nationale. C'est le député du groupe écologiste et social de la 5e circonscription, Jérémy Yordanov, qui va pouvoir siéger au Perchoir. Il a obtenu au 3e tour 175 voix contre 161 pour la Haut-Savoyarde de la droite républicaine Virginie Duby-Muller, alors qu'il s'agissait là de remplacer sa collègue du même groupe, Anne Genevard, devenue ministre. Mais il semblerait, le vote étant à bulletin secret, que le député isérois ait non seulement fait le plein de voix à gauche, mais peut-être aussi bénéficié de quelques voix venues d'ailleurs. Sur le réseau X, Jérémy Yordanov s'est dit attaché au respect de nos institutions pour faire vivre au mieux le débat. Voilà en tout cas qu'il ne devrait plus lui laisser trop de temps pour pratiquer son activité d'artiste peintre. À noter que les écologistes isérois sont très bien représentés au Parlement avec 2 présidents de groupe, Cyrielle Châtelain, que vous avez vu aux côtés de Jérémy Yordanov à l'Assemblée nationale, et Guillaume Gontard au Sénat. Et pour revenir sur cette élection et l'actualité chargée, Jérémy Yordanov sera d'ailleurs l'invité du QG politique ce vendredi à 21h15. Le ski, c'est pas fini pour l'Alpe du Grand Serre. Enfin, pas tout de suite. 2 semaines après avoir voté contre la délégation de service public permettant de transférer la gestion du domaine et des remontées à la SATA, déjà partie prenante aux 2 Alpes et à l'Alpe d'Huez, les élus de la communauté de communes de la Matésine se sont de nouveau réunis mardi soir pour voter cette fois pour, repoussant la décision d'une éventuelle fermeture à septembre 2025. Il faut dire qu'en quelques jours, la donne financière a changé. Des soutiens sont arrivés de collectivités, de certains acteurs du ski, d'une cagnotte citoyenne d'environ 200 000 € et cet après-midi d'une aide de l'État de 40 000 €. Annonce faite par la ministre en charge de la ruralité, Françoise Gatel. Mais pour durer, il va aussi falloir revoir le projet d'un coûteux ascenseur valléen à la baisse. On reviendra sur ce sujet avant la fin de la semaine puisque la communauté de communes et la SATA prévoit une conférence de presse jeudi. Les Jeux Olympiques dans les Alpes en 2030, ce ne sera pas a priori en Isère, encore moins à l'Alpe du Grand Serre. Mais l'événement était néanmoins au cœur des discussions à l'occasion du centenaire de la Fédération française de ski il y a quelques jours. L'occasion de revoir celles et ceux qui ont marqué l'histoire de ce sport français. 100 ans, mesdames et messieurs. 100 ans. 100 années que la Fédération française de ski fait vibrer les amoureux de la montagne. Un anniversaire centenaire que l'organisation a célébré en grande pompe près d'Annecy, accompagné de tous les grands acteurs de la montagne française. Parmi eux, ces bébés, ces enfants qu'elle a nourris au biberon depuis leur plus jeune âge pour devenir des champions. En fait, c'est cette main invisible qui est un peu là partout pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre de grandir en tant que skieur, que sportif et puis qu'athlète à la fin. La fédération a profité de ce moment d'émotion unique pour faire plusieurs annonces, comme le lancement du fonds de dotation Esquisse, imaginé pour financer et construire le futur du ski et qui s'articulera autour de 3 axes, culture, montagne et formation, responsabilité environnementale et accessibilité à la pratique. On a une chance extraordinaire, Jeux Olympiques en 2030 dans les Alpes françaises, qui nous permet de nous donner une vraie impulsion pour des projets futurs. Des projets à la fois d'intérêt général, sociaux, environnemental, et puis des projets aussi en direction de nos équipes de France et au soutien de celles-ci. Parmi les projets en question, la création d'une nouvelle marque, Ski France. Une nouvelle signature pour les équipes de France de ski et de snowboard qui sera portée par les athlètes et des ambassadeurs et qui devra permettre de valoriser les acteurs économiques de la montagne française. La destination France, on doit la promouvoir, on doit être un des acteurs de la promotion de la destination France. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est un juste retour du soutien qu'on obtient de nos vallées, de nos stations de ski, et on doit pouvoir le faire savoir dans le monde entier. Alors que beaucoup redoutent la fin de l'âge d'or des sports d'hiver avec la raréfaction de la neige, la FFS, elle, reste optimiste pour le futur et assure que le ski a encore de belles années devant lui. Et la présidence du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques dans les Alpes en 2030 se jouera entre 2 biathlètes puisque Martin Fourcade rejoint finalement Vincent Gé dans le sprint final, le quintuple champion olympique qui avait créé un one-man show à la MC2 de Grenoble il y a quelques mois, l'a annoncé au journal L'Équipe ce jour. Il explique que ces 2 partenariats avec Rossignol et Audelot ne sont à son sens pas en contradiction avec les partenariats du comité d'organisation. Le président du COJOP, qui s'installera au Bourget-du-Lac, sera peut-être dévoilé jeudi à l'issue d'une réunion à Matignon avec Michel Barnier.
C'est l'un des signes de la bonne santé d'une université. Le nombre de dépôts de brevets. À ce jeu-là, l'université Grenoble-Alpes est en grande forme. Selon une étude de l'Office européen des brevets, l'UGA détient le plus grand nombre de demandes de brevets pour une université européenne, avec 3348 demandes déposées entre 2000 et 2020. Les universités de Zurich et Munich complètent le podium. Paris Cité est 5e. Du point de vue du nombre de start-up soumettant des demandes de brevets académiques, l'université de Grenoble est 14e. Un très bon résultat également. Octobre Rose, le mois national de prévention et de dépistage du cancer du sein se poursuit par une après-midi de sensibilisation. Jeudi, au théâtre Prémol de Grenoble, avec des stands tenus par le pôle santé-précarité de la ville, le centre de coordination régionale des cancers et l'assurance maladie. Et à 14h30, la représentation de la pièce La femme parfaite, un récit inspiré de la réalité de la comédienne dont la mère a été atteinte d'un cancer du sein. Un temps d'échange est prévu ensuite avec le public. Et puis cette année encore, le projet Vénus, lancé par le Centre d'Art Space Junk Grenoble, met en vente une 50aine d'œuvres réalisées bénévolement par 45 artistes, 22 photographes et 48 modèles, dont un homme. La vente aux enchères de ces œuvres aura lieu vendredi à 19h au Minimistan, mise à prix 200 € chacune. Les bénéfices seront reversés à des associations. Les offres peuvent déjà être déposées sur le site du commissaire-priseur qui procédera à la vente. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.